quando le reni mro dal campo salì. Radio J, El Mundo Muestro. Vido Lusanda en la giuderia che havia della sera avrà Malvino. Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à interrompre ce générique? Bah oui. Ben là, c'est une question presque de Pessah. Bella Lustig, bonjour Vinnie Dabuena. Bonjour ma chère Lise, Voilà, et ravie de recevoir Sarah Mostrel, Mostrel. aujourd'hui pour le livre de son papa, de son père, que je montre à l'antenne, une saga séfarade, Alexandre Mostrel, un livre que tu as dévoré comme les matzot de Pessah, chère Bella. Ah, t'as trouvé le mot, alors. Oui. D'abord, je suis ravie finalement de recevoir Sarah Mostrel, que j'ai rencontrée au Salon du Livre. Oui, Et quand j'ai vu qui ce est livre, écrivaine. ça m'a interpellée tout de suite. Bien sûr. Et dès que j'ai reçu le livre, je me suis plongée dedans. J'avais l'impression d'être chez moi. Voilà. Les mêmes mots, les mêmes traditions, la cuisine, les odeurs des borekas, des pastels, enfin, le raki, les mésés, c'est incroyable. Et toute son histoire, véritablement, je l'ai suivie avec beaucoup de tendresse, d'émotion, parce que c'est un peu mon histoire aussi. Bien que lui ait beaucoup voyagé et il a quitté Paris, on va en parler tout à l'heure. Voilà, alors donc Sarah, évidemment, elle a plein de talent, puisqu'elle écrit des romans, des essais, des poésies aussi. Oui, très poète, Sarah. Très poète. Moi, je Ah bah la oui, suis- ça, on le verra dans je ses la suis chansons, sur les d'ailleurs. réseaux. Je vous envoie souvent des choses, oui. Oui, vous êtes une grande artiste, auteur, compositeur, interprète. Vous avez sorti des albums de musique aussi. Également, oui. Eh bien, et vous peignez. Et je peins. Et vous exposez peut-être aussi. J'expose aussi assez Eh ben, régulièrement. oui. dites-moi, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez étudié au Technion d'Israël, qui a Au dû faire Ternion, Au au Ternion, Technion oui. de De Haïfa. Haïfa. Et votre papa a été fou de joie d'ailleurs que vous ayez pu faire ce que lui n'a pas pu. Oui, point de vue des études. on il en était parlera passé, tout oui, à l'heure. Voilà. Voilà. Et vous êtes journaliste également dans la presse magazine. Oui, c'est mon métier actuellement. Oui. C'est votre métier Oui. actuellement. Dans quels journaux? Je suis dans la presse grand public, on va dire hebdomadaire. Ah, d'accord, Presse très écrite. bien. Bon, eh bien, écoutez, on ne peut pas tout raconter. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh ben, vous allez sur son site, certainement, parce que c'est une artiste complète. Alors, on va se recadrer sur le livre. Voilà. Une saga séfarade, Alexandre Mostrel, paru chez Z4 Éditions. Sarah, est-ce que vous parlez le judéo-espagnol? Ah oui, c'est exactement Alors ce que non, j'allais je parle un demander. petit peu espagnol parce que je l'ai appris à l'école, mais je comprends un petit peu parce que j'entendais mes grands-parents, notamment qui vivaient en Israël quand j'étais petite, parler, mais je Ils ne vivaient parle où? pas. À Bat-Yam, en Israël, oui. Oui. Alors, évidemment, ce livre, dès que j'ai mis mes yeux à l'intérieur, c'était terminé, quoi. Puis je l'ai même relu une autre fois. Ah Parce- ouais, 2 fois, Non, waouh. mais pratiquement parce que je me retrouvais chez moi, quoi. C'était extraordinaire. Alors, la motivation de votre papa pour écrire ce livre, si je peux me permettre, je vais lire juste dans l'avant-propos ces phrases à lui. L'aventure a démarré sur une interrogation de ses petits-enfants, parce qu'il n'a pas transmis à ses enfants vraiment, mais plutôt à ses petits-enfants. C'est ça qui est assez incroyable. Et ses petits-enfants lui posent la question suivante. « Papy, qu'est-ce que la nuit de cristal ?» Ah. Les questions se sont ensuite enchaînées, pêle-mêle. J'ai reconstitué le puzzle et effectué un travail de montage à la manière dont on monte un film pour replacer les faits dans l'ordre chronologique de leur déroulement. Voilà la raison pour laquelle... Donc en fait, votre- ça commence par la Shoah, cette histoire. En fait, ça commence par... Alors, mon père nous a transmis aussi à nous, enfin moi et mes frères, son histoire, hein, mais bon, par bribes. Et c'est vrai que de les voir agencés dans un livre, c'est toujours beaucoup plus... Bien sûr, propre et c'est un beaucoup- témoignage. voilà. Et en fait, j'ai un petit peu triché. C'est-à-dire, j'ai demandé à mes enfants, qui étaient très proches de mes parents, de l'inciter à écrire ce livre en disant que ça venait un peu de mes enfants. Finalement, ça venait un petit peu de moi. Enfin, peu importe. Après,
Et donc, effectivement, je pensais que c'était très important qu'il laisse cette trace. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est tellement précieux d'avoir ce témoignage. C'est une nécessité absolue. C'est hein, complètement. Oui. Et je suis encore très émue de cette chanson d'Yoram Gaon parce que moi, j'ai grandi aussi là-dedans. Bah oui. Et alors, quand je l'entends, j'ai envie de pleurer. Donc, C'est pour ça que je toujours n'arrive très pas à émouvant. interrompre ce Yoram générique. Gaon, on a des disques de lui. Oui. J'ai grandi vraiment là-dedans. Enfin, c'est mon père pour moi, Yoram Gaon. Bien évidemment. sûr. Donc voilà, il s'est mis à écrire. Il n'avait jamais écrit de sa vie. Enfin, il a toujours été très bon dans tout ce qui est administratif, etc. Mais il n'avait jamais écrit. Il s'était jamais lâché dans un livre. Il faisait quoi comme métier? Et alors, il a travaillé à l'EDF toute sa vie. Mais il avait plusieurs passions, votre papa. C'était quand même un amoureux des textes français, de théâtre. C'est un cinéphile. Oui. Alors, il a pas malheureusement beaucoup eu l'occasion d'exploiter toutes ces choses-là. Il dessinait aussi très bien, mais c'était surtout qu'il était extrêmement cultivé. Il s'est cultivé tout seul, puisqu'il a arrêté les études très jeune. Ce besoin de culture. Et ce besoin presque de revanche sur la vie, puisqu'il n'avait pas pu étudier à cause de la guerre, puisqu'il a fait la guerre donc en Tunisie. Et donc, à travers ses enfants, donc mes frères et moi, cette volonté qu'on fasse absolument des études et qu'on le venge quelque part de ce défaut d'études supérieures dont il avait toujours rêvé. Mais alors après, il s'était mis à lire le dictionnaire de A à Z. Enfin, il s'est vraiment instruit tout seul. Mais c'était un excellent élève aussi. Travaillait très bien à l'école, il avait ce besoin d'apprendre. Il avait ce besoin, mais bon, très jeune, il a dû s'occuper de sa famille. Donc à 15 ans, il devait subvenir aux besoins de sa famille, puisqu'il était vraiment dans la pauvreté. Et donc, il y avait des impératifs qui primaient sur les études. Donc c'est après, en arrivant en France, etc., qu'il a vraiment... Ils habitent Marseille alors en fait. Alors en fait, pour résumer, oui. Donc mon père donc ses parents viennent de Turquie, de Smyrne. Tout à fait. Ils sont partis donc en 1920 de Turquie parce qu'ils ne voulaient pas faire l'armée, parce qu'il était obligatoire à l'époque. Très souvent, comme mon père, comme mes grands-parents. Oui. Et donc ils sont arrivés. Alors juste par rapport à mon nom initial, c'est Mistriel, qui était un nom relativement courant. Il y en a encore en Israël. Et en fait, comme c'était écrit en phonétique, comme en arabe, comme en hébreu, le nom s'est transformé en Mostrel lors du passage de la Turquie en France. Et donc je suis restée avec ce nom Mostrel, que j'utilise parfois Mistriel comme pseudo ici et là. Enfin, voilà. Et donc ses parents sont arrivés en France en 1924. Mon père est né à Marseille en 1925. Et ensuite, ils ont rejoint tous de la famille. Ils avaient un peu de famille en Tunisie. Donc c'est comme ça qu'à 5 ans, il est arrivé à Tunis et qu'il a commencé une nouvelle vie, toute son enfance. Mais il s'est toujours senti dhimmi, comme il le dit, puisque en fait, il n'était pas natif de Tunisie, il faisait pas partie des Juifs de Tunisie proprement dit. Donc il y a toujours eu ce sentiment, il en parle beaucoup dans le livre, d'un petit peu de pas appartenir, de différence, de difficulté finalement à s'intégrer. Même s'il y est bien arrivé finalement. Mais justement, quand il était tout petit quand ils sont à Tunis. Et justement, toute la famille a conservé toute son identité judéo-espagnole. Comment ont-ils fait? Parce que malgré tout, ils étaient dans un pays... il a eu quand même pas mal de problèmes avec l'antisémitisme. Il a quand même... donc, comment ont-ils fait pour pouvoir rester ce qu'ils sont, sans avoir trop de problèmes? C'est le foyer. Le foyer initial. Les parents parlaient judéo-espagnol. Mon père parlait avec eux et avec ses frères et sœurs judéo-espagnols. Donc ça, c'est vraiment la base, tant au point de vue culture que nourriture, que prière, puisque mon père a fait donc le Talmud Torah, je sais plus comment ça s'appelle, le Keteb Or Torah, voilà, à Tunis. Donc très traditionnaliste, un peu religieux, donc un petit peu entre les deux. Et puis cette identité, elle les a... il a continué à l'avoir toute sa vie. Il nous l'a transmise d'une manière ou d'une autre aussi, même si ça... de ce que j'entends, il vous l'a beaucoup transmise, parce que vous aussi, quelque part, la littérature, la poésie, comme ces passions qu'il n'a pas pu assouvir autant qu'il l'aurait voulu, vous aussi, ça vous parle.
Ça a été Alors, transmis. c'est très ce goût. inconscient. C'est très inconscient parce que quand j'ai commencé à faire de la poésie, moi qui étais ingénieur de formation, mon père m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire de la poésie? On gagne pas d'argent avec ça, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais enfin voilà, c'était pas forcément, il m'a pas forcément encouragé dans cette voie. C'est vraiment moi qui ai changé de métier à un moment donné. Par contre, ingénieur, oui, j'avais commencé des études d'ingénieur en France à l'école polytechnique féminine et j'étais tellement sioniste que je voulais partir en Israël. Je suis partie à 19 ans et c'est, je pense, après... Justement, vous êtes parti alors que votre papa voulait... Son but, c'était aussi... Voilà, en fait, de je pense monter, que on par disait procuration, j'ai accompli son vœu par Voilà, c'est procuration. ça, Sauf que exactement. moi, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était ça. C'était juste que je voulais partir. J'étais très idéaliste, très motivée. Mais je pense qu'à posteriori, effectivement, j'ai accompli son désir d'Alia qu'il n'a pas pu assouvir, malheureusement. Oui, parce qu'il a eu quelques avec problèmes les événements avant de la de- vie. oui. Oui. Complètement, oui. Donc, je suis restée, moi, 10 ans là-bas. J'ai fait mes études au Technion, donc d'ingénieur. Et je suis revenue après 10 ans. Voilà. Et donc, effectivement, les études, c'était quelque chose pour lui qui était fondamental. C'est-à-dire que tous les jours, quand il rentrait de son travail, il nous faisait travailler. C'était vraiment presque Vous une avez des obsession. frères aussi. Oui, voilà, qui j'ai un ont- frère ingénieur centralien, l'autre qui est ophtalmo, moi qui donc avait ses études d'ingénieur. C'était vraiment la priorité, c'était les études, s'intégrer, s'assimiler, Tout à fait. accueillir la France comme la plupart d'ailleurs des Juifs d'Afrique du Nord l'ont fait. Hein. Donc on Bien était sûr. contents d'être là, malgré le déracinement, etc. dans les années 60 pour eux. Moi, je suis née en France et donc... l'idée, c'était vraiment d'être exemplaire, enfin d'être quelque part... D'être intégré. D'être intégré, Ouais. voilà, tout à fait, tout en gardant notre culture juive, évidemment. Bien sûr. Et Bien ça, sûr. c'est quelque Vous chose... n'avez pas aidé votre papa à écrire? Alors, pas du tout, Pas du absolument pas, non. En fait, vous vraiment- avez réédité le livre, c'est ça? En fait, ce livre a été publié, peut-être, vous connaissez Raphaël Delpar, c'était Raphaël Oui. Delpar qui Oui. avait donc Oui. cette édition page après page en 2006. Et donc, le livre a été épuisé et l'édition n'a plus fonctionné. Donc, moi qui avais déjà publié aux éditions Z4 chez Daniel Ziv, je lui ai proposé de rééditer ce livre puisqu'il fait beaucoup de livres pour la mémoire juive, etc. Donc, il était ravi et donc, il a été réédité chez Z4 en 2018, si je me trompe Magnifique. pas. Voilà. Alors, bon, c'est vrai, on ressent quand même une espèce de douceur de vivre quand même à Tunis, malgré tout. Sauf évidemment, ensuite, les Allemands arrivent. Toute cette douceur de vivre, elle est interrompue par l'occupation allemande quand même. Complètement, parce qu'en 1939, donc, le pays est occupé. Et donc, Oui. pour ne pas être enrôlé avec le général Guiraud, je crois, Exactement. qui était pétainiste, il s'est engagé lui-même Dans les FFI. dans les FFL, je crois, France Les Libre. forces françaises Forces libres. françaises Libre. libres, voilà, Voilà. du général Leclerc. Et donc là, ça a quand même été l'enfer, hein, parce que cette guerre, il a été en Allemagne, en Autriche. On a encore Oui, il a le beaucoup poignard voyagé, oui. qu'il a récolté d'un Allemand. Et il découvre aussi les camps. Et il découvre les camps de Dachau. Ça a été un traumatisme terrible. Terrible. Et en quelle année? Attendez, là, on nage un peu. Alors, je oui, m'excuse. En fait, donc il s'est enrôlé, je crois, en 42, il me Voilà. semble. En 42, oui, d'accord. absolument, c'est j'ai ça. noté. Voilà, et il fait, donc, il est où à Il cette est donc époque? il est à il Tunis, est en donc Tunisie, dans il est à la Tunis. D'accord. division du général Leclerc, donc c'est Tout à ses fait. forces de françaises libres, et donc il l'amène un peu partout en Allemagne, en Autriche, En Europe occupée. en Europe, voilà. Et donc, la libération de Dachau, je crois que c'était en 44 ou 45. Ben oui, bien sûr. Bien Tout plus à fait. tard. Hein, Oui, 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 c'est bien ça. plus tard. C'est Voilà. pour ça que je Oui, demandais. oui, et absolument. enfin, là, on a un petit peu raccourci. C'est juste Oui. pour dire que par rapport au témoignage personnel, c'est qu'en fait, il avait donc trouvé un juif donc déporté qui avait demandé une prière. Et en fait, mon père était le seul juif de son unité. Et comme il n'y avait pas mignonne, il ne pouvait pas être dit juif C'est à vrai, c'est ça. faire un kaddish pour les gens. Et il s'est toujours promis, et il nous l'a toujours dit, et il l'a toujours fait, d'aller à toutes les commémorations qui existent pour la résistance, pour les juifs. Et ça l'a
accompagné toute sa vie, puisque non seulement il fréquentait la synagogue de Vanves qu'il a plus ou moins créée avec quelqu'un d'autre, il a aussi participé toujours aux multiples commémorations pour la Shoah. Et donc ça, il est très imprégné, on le sent. Ah bah, il a toujours été... Bon, c'était un assidu de la synagogue, et puis... il a participé au jumelage aussi avec Rosh Haïn. Voilà, très très sioniste, très concerné par l'actualité. Jusqu'au dernier jour, il faisait une revue de presse qu'il envoyait à tout le monde sur l'actualité. Donc très alerte sur l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous a transmis, bien sûr. C'est un grand militant. Et justement, alors évidemment, la création d'État d'Israël, pour lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel, sauf que lui, en Tunisie, commence à avoir un petit peu de travail. Voilà. Il travaille un peu dans la comptabilité. Il avait plein de petits boulots, mais commence à travailler à l'EDF, notamment EDF-GDF à l'époque, et que son frère qui est mineur veut partir en 48, il le rattrape à la frontière, et finalement il n'a pas pu les empêcher de partir, et donc sa famille est partie, lui a toujours voulu les rejoindre, mais ils ont vécu de manière terrible en Israël. C'était la période des Maharavot, c'était la période de ces bâtisses un peu de ces, comment on pourrait appeler sans ça, eau, sans électricité, voilà, dans lesquels les migrants vivant. arrivaient. Son récit est très vivant, vraiment. À travers ce récit, vous voyez les images apparaître, parce que c'est précis, c'est plein d'amour, plein de tendresse, puis c'est très émouvant. Enfin, moi j'ai été terriblement touchée par tous ces... C'était un affectif, un sentimental, mon père. Donc, sous ses airs très, très puis autoritaires alors, parfois. L'amour de ses enfants, c'est quelque chose... Alors, la famille, les enfants, complètement. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, enfin, ce qu'il a pu connaître. Et quand il parle de votre mariage, c'est extraordinaire aussi. Oui. J'étais la fille aussi, la fille et la dernière, donc on a toujours une place un peu particulière. C'est vrai. Mais oui, un grand amour pour ses enfants, pour l'éducation. Pour l'éducation, c'est primordial. Une sorte de fierté un peu qu'on ait pu réussir quelque part quand lui a eu tant de difficultés. Et puis cet amour indéfectible pour Israël, inconditionnel. Ça, on le ressent à travers toutes les pages. Mais il est quand même très heureux que finalement vous réalisez ses vœux, en fait. Alors, pas trop sur le moment, parce que quand je suis partie, mes parents se sont opposés en fait à mon départ parce que je suis partie seule, j'étais la seule fille, j'étais jeune, donc je pense que pour lui ça a été quand même difficile. Il le raconte aussi d'ailleurs un peu dans le livre, mais c'est vrai que il a été assez exemplaire dans le sens où, malgré son désaccord pour mon départ, il m'a accompagnée, il est venu me voir chaque année, il m'a aidé financièrement. Enfin, c'est assez incroyable. Finalement, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui vous soutient malgré tout. En fait, il était d'accord, mais vous étiez la fille. Et puis, il sentait quand même que vous étiez heureuse quand même d'être... Finalement, quand même, vous étiez heureuse d'être en Israël. Moi, j'étais très heureuse. Moi, c'était c'est ce qu'on mais c'était pas si facile pour lui, pour mes parents, parce que j'étais là... Voilà, je suis partie quand même du cocon. Il aurait voulu, comme beaucoup de parents, que je parte après mes études. Enfin, bien sûr. Que j'ai une certaine sécurité que je n'avais pas à l'époque, puisque c'était pas évident. J'ai fait mes études en hébreu, je connaissais pas l'hébreu. Enfin, tout ça n'était pas évident d'avoir ce diplôme dans cette université notamment assez prestigieuse, donc c'était pas gagné d'avance, quoi. Alors moi je vais proposer quelque chose quand même, c'est qu'on écoute un extrait d'une chanson de Sarah, et justement comme on parle beaucoup des racines et tout, vous avez dans votre nouvel album qui s'intitule... Alors le dernier c'est Train de vie. Voilà, je pense que c'est inspiration kabbalistique. Voilà. Et la Kabbale, évidemment, c'était aussi le judaïsme. Et comme on est en train d'en parler, on va écouter un extrait. Il était tellement imprégné aussi de la tradition. Ah oui, complètement. Vraiment. Je me lancerai dans l'étude des enseignements mystiques. Si je savais les paroles, je pleurerais le monde entier. Je combattrais les souffrances, les désastres, les morts-nés. Je me lancerai dans l'étude des enseignements mystiques. La Kabbale et les concepts, philopsie,
métaphysique. Puis je monterai l'échelle du fini vers le divin, vers la lumière, le secret du aleph de l'alphabet. J'illuminerai de mes mains le beau savoir des grands sages. Voilà, Sarah Mostrel, un extrait C'est quand même de très l'album qui est sur toutes Oui, les plateformes. Le hein. train de vie, donc au piano Roger Pouli, qui est un grand pianiste. Oui. Voilà. Inspiration kabbalistique et beaucoup d'autres très belles chansons à découvrir. En Bella. tout cas, moi, je vous conseille très, très, très vivement de lire ce livre parce que votre papa était un homme passionné, très cultivé. Il aimait la musique américaine, il aimait le théâtre. Vraiment, il a un grand cœur. Et vraiment, plongez-vous dans ce livre. Mais Parce oui, que il faut. d'abord, c'est un livre historique également. C'est Complètement, très, très oui, il important traverse pour la aussi la mémoire. petite histoire dans la Il grande y tenait. histoire, en fait. hein. La C'est- transmission est primordiale pour nous, évidemment, puisque nous sommes encore là aujourd'hui. C'est formidable. Et je voulais vous demander un peu, vous avez peut-être des projets, vous aussi, alors. Moi, j'ai tout le temps des projets, j'essaie de Alors, faire un oui. jeu, je fais toujours Alors, beaucoup de choses. oui, oui. dites-nous un peu. Sarah, faut Euh, la suivre sur les réseaux. Oui, Ah, voilà, c'est c'est vrai ça. que j'ai toujours une sorte de boulimie de, de production. Enfin, je fais beaucoup de choses. Bon, j'ai mon travail d'un côté et puis j'ai la créativité de l'autre qui m'équilibre énormément et qui est pour moi absolument vitale. Donc, il y a il y a 3 livres qui vont sortir, dont donc il y a Entre les lignes, qui est un livre de poésie-peinture. Il y a Adam et Ève, que j'ai fait un récit sur Adam et Ève, sur Oula. leur histoire d'amour. Voilà, j'ai imaginé leur histoire d'amour, ça doit sortir bientôt également. Et puis un autre livre qui s'appelle Ce qui oppose, donc qui est assorti de mes peintures. J'ai le salon d'automne prochainement où j'expose mes peintures. Donc ça sera à la place de la Concorde, je crois, en octobre. Et puis je viens de chanter cette semaine au Café des Psaumes. Voilà. Ah ben nous, on chante Ah dimanche bah. prochain. Voilà. Ah, d'accord. À Alors, 16h. À quelle heure? À Oui. 16h, nous chantons le dimanche 19 Ah, avril. d'accord, c'est À drôle. 16h, notre collectif Sephardi donne un concert. Ah bah c'est dommage alors qu'on soit... Enfin, Voilà. moi c'était le 12 avril avec une amie pianiste qui m'a accompagnée et donc là j'ai chanté des chansons en français, anglais et hébreu notamment. Parce que vous Voilà. parlez couramment, je Je suppose. parle couramment, oui. oui. Ce qui est Et formidable. vous chantez en judéo-espagnol? Non. Il faudrait Ah que bah je là, m'y va mette. falloir Faudrait que s'y je m'y mettre, mette, quand faudrait même. que je m'y Oui. mette, oui. Est-ce que votre maman chantait de temps en temps des chansons judéo-espagnoles? Alors ma En mère faisant la non, parce que cuisine. ma mère c'est pas du tout son... Ma mère est née à Sfax en Tunisie, donc elle a pas du tout... Par contre elle a été... Ah bah, elle a été baignée elle a quand été même. emmenée pour la nourriture, hein, par Avec les... votre tante. Les qui- yabrax de mon père et de sa tradition. Mais ma mère, c'est plutôt la nourriture tunisienne, qui est délicieuse aussi, quoi. Oui, Oui, bien bien sûr. sûr. Eh bien, Alors- un livre à découvrir Oui. absolument. Si j'ai 2 Une- minutes, Non, je on mettrai n'a bien plus. On n'a plus. Alors Une on écoute saga la deuxième séfarade. chanson. Alors, non, déjà, une saga séfarade d'Alexandre Mostrel, parue chez Z4 Éditions. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sarah, aujourd'hui, Merci. pour le livre de votre père. Moi, j'attends, avec Bella, on attend que vous enregistriez en judéo-espagnol. C'est vraiment Ah important, bah oui, alors vous là, vous l'avez êtes invité entendu. tout de suite. hein. Oui, Faut que je m'y vraiment. mette, alors. Et Faut voilà, vous y ça mettre. nous donnera l'occasion de nous revoir. Bella, on termine avec une dernière chanson du dernier album de Sarah. Ça s'intitule Sourire dans un poème. C'est juste magnifique. Écoutez. À bientôt quand vous le Merci souhaitez. beaucoup. Au revoir. Merci infiniment d'être Merci. venu. Au revoir, Merci. Bella. Merci. Au revoir à toi Merci. aussi. Merci beaucoup. Sourire dans un poème, y dénoncer le thème, amorcer les mots doux, annonce du retour. Une flamme étincelle jaillit de son espace, l'enrobe de 1000 faces et doucement se lève. Une ligne de verbe écrit, inscrit rien que pour elle, éclaire son sanctuaire de 1000 et 1000 éclats. Dès lors tourne la pendule aux inversions forcées, célébrer les je t'aime, là où le cœur l'emmène. On effleurait la rive d'un bonheur pantomime, laisser couler la sève, se vouer à la grève.
où les visages s'embrasent et la rime surgit. Le poète sourit, le siècle est à